Bonjour et bienvenue à cette série d'émissions sur le drapeau franco-ontarien. Il va avoir 50 ans dans quelques jours et la meilleure des choses à faire, c'est d'aller chercher ceux et celles qui étaient là, qui ont participé à tout ce travail-là pour qu'aujourd'hui nous soyons capables de compter pas seulement une année, deux, pas 10, pas 20, mais 50 ans, un demi-siècle. J'ai le plaisir de recevoir à cette émission un monsieur qui a eu l'Ordre du Canada. Monsieur Guimard, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Le 25 septembre 1975, j'avais quelques mois seulement. Moi, je suis de la portée du mois de août. Vous étiez où, vous? Moi, j'étais déjà bien actif à ce moment-là. J'étais d'ailleurs dans une salle de classe. J'étais enseignant. Vous étiez enseignant? Enseignant ici à Ottawa, dans les écoles catholiques dans le temps, ce qu'on appelait des écoles séparées. Et j'étais en 6e année. Je me rappelle bien des élèves de 6e année, le 25 septembre 1975. Ouais. Tout s'est passé à Sudbury. Ça se passait à Sudbury. Moi, je ne pouvais pas y être parce qu'il faut qu'on enseigne. Il fallait enseigner. C'était dans ma classe. Ouais. Mais on savait qu'il se passait quelque chose de spécial là-bas à Sudbury, à l'université. On a voulu vous avoir à cette émission pour essayer un peu de nous retracer qu'est-ce qui se passait avant que nous arrivions à ce drapeau-là. La communauté se portait comment, l'état de la communauté? Bien, il faut comprendre que la communauté franco-ontarienne, qui est présente sur leur territoire depuis des centaines d'années, sur le territoire de l'Ontario depuis des centaines d'années, avait fait face à plusieurs défis. On parle du règlement 17, mais aussi tous les problèmes reliés soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, ou comme groupe minoritaire. Exactement. Ici, on était vu comme étant pas tellement important, pourquoi on devrait leur donner de la place, etc. Alors, comme les gouvernements ne donnent pas la place, ce qu'il faut que les communautés fassent, c'est qu'ils prennent la place, oui, qu'ils occupent l'espace. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Gaëtan Gervais et son groupe à l'université à Sudbury ont décidé de hisser pour la première fois un drapeau qui, avec le temps, est devenu le premier symbole pour les francophones de cette province. Et puis, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de lois, et la communauté a réussi à se prendre en main à partir de ce drapeau-là, et surtout en allant chercher au niveau de l'éducation, de la santé, des acquis. Bien sûr, parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de conseil scolaire de langue française en 1975. Ce n'est venu que dans les années 90 qu'on a eu les conseils comme tels. Mais il n'y avait même pas le droit à l'éducation en langue française. C'était encore comme, s'il y a suffisamment de monde, oui, on va vous laisser, on va vous donner l'occasion d'avoir une école ou d'avoir des salles de classe. Et il a fallu poursuivre le gouvernement. Ce que nous avons fait à ce moment-là, et les cours de la justice ont dit, suite à l'acte constitutionnel avec la Charte des droits et libertés, Oui. qu'il y a les francophones dans ce pays, à l'extérieur du Québec, ont le droit à l'éducation en langue française, ont le droit de gérer leurs propres établissements. Donc, ça a été des grandes avancées à partir de 1975, à partir de cette période-là. Il y a eu comme un ralliement autour de ce drapeau Oui. pour dire on va de l'avant, on fonce et on va prendre notre place Oui. dans l'espace franco-ontarien, dans l'espace ontarien. Certaines salles de classe, il fallait compter le nombre de têtes pour être capable de mériter avoir des cours en français. Alors oui, bien sûr, parce que si il fallait, à un moment donné, on est allé en cours, puis la ministre de l'Éducation de la temps, qui s'appelait Mme Betty Stevenson, a dit, ben non, il faut avoir, ça prend au moins 5 élèves pour avoir une classe, etc. Et nous sommes allés en cours, et le juge a dit, bien, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y a un seul élève, vous devez lui donner l'opportunité d'étudier en français dans cette province. Oui. Un seul élève. Et donc, ça a créé, on a commencé à créer des classes, et plus on a créé d'écoles, plus les gens sont venus. Oui. Vous savez, c'est comme quand on met à la disposition des gens des instruments, les gens s'en sont servis. Les gens s'en sont servis et cette génération-là, les écoles ont commencé On est parti, on avait à peu près 150 écoles en 1975, à peu près, on est rendu à 450 dans la province. Alors, ce n'est pas parce qu'on a créé des francophones, c'est parce qu'il y avait un besoin là d'enseignement, un besoin d'instruction en français. Et les gens dans les différents milieux ont dit, c'est correct, c'est bon, c'est normal, il faut avoir de ces écoles-là. Et c'est pour ça qu'on a des écoles aujourd'hui qui ont été créées par après,
comme Franco-Ouest, par exemple. C'est une école qui était comme ça. Garneau, qui était déjà là, a grandi de façon exponentielle dans nos régions. Mais vous avez aussi dans tous les petits villages, que ce soit Ignace, dans le nord-ouest de l'Ontario, où la première classe qui a été créée dans le sous-sol d'un motel. Dans le sous-sol d'un motel. Oui. Et les enfants ne pouvaient pas aller jouer dehors à la récréation parce qu'il y avait un gros chien, le voisin, qui était en train d'aboyer. Non, mais vous voyez les conditions dans lesquelles on était. Mais qu'est-ce qu'on a fait après cette décision? On a créé une école à Ignace, dans le Grand Nord de l'Ontario. Et vous allez dans chaque communauté francophone de cette province, vous verrez une école qui a été créée, et devant chaque école, qu'est-ce que vous trouvez? Le drapeau franco-ontarien. Donc, c'est un symbole qui a pratiquement donc uni toute la francophonie, un symbole qui porte également la fleur de lys et le tri, en fait, qui sont des symboles de la francophonie canadienne. Et surtout ontarienne, parce que c'était là où on a décidé, il y a eu cette décision qui a été prise. Nous devons montrer que nous sommes présents sur le territoire. Et la façon de montrer une présence sur un territoire, c'est de hisser un drapeau. Oui. Pourquoi vous pensez que le drapeau canadien est partout sur le territoire canadien? C'est pas que les gens se rallient autour du drapeau. En effet. Si on fait un drapeau franco-ontarien, c'est pour que les gens se rallient autour de ce drapeau-là. Ils voient une identification à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils veulent vivre, ou vivre ensemble, qu'ils veulent démontrer, mais une présence. Et vous allez devant le Queensway ici, là, à Ottawa, et vous avez plusieurs endroits, vous voyez le drapeau franco-ontarien immense qui est hissé. Ça donne un petit... Ah bon, il doit y avoir des francophones ici. C'est pas une communauté qui disparaît, c'est pas une communauté qui n'est plus là, qui n'a pas d'existence. On affirme une présence sur le territoire en hissant un drapeau. En hissant un drapeau. Et notre drapeau est partout aujourd'hui, reconnu dans notre pays et internationalement aujourd'hui. Bien sûr. Puis vous allez devant toutes les mairies maintenant. Vous avez plusieurs mairies. Vous avez devant des commerces. Vous l'avez devant Rogers, d'ailleurs. Oui, on le remarque. On voit le drapeau quand on vient ici. Oui. Alors, c'est important de mettre ce drapeau-là, de le hisser, de le mettre bien. Tous les monuments de la francophonie qui ont été faits dans les dernières années également à différents endroits sur le territoire, c'est pour montrer qu'il y a une présence historique, mais il y a une présence actuelle des francophones dans cette province. Vous qui avez joué un grand rôle dans tout ce moment-là, comment est-ce que vous avez vécu à chaque moment, à chaque avancée, à chaque étape des victoires que nous avons gagnées comme communauté francophone? Bien, il faut voir que ça c'est jamais une personne qui fait ça. C'est toujours un groupe, c'est toujours une communauté, c'est toujours une volonté commune d'aller quelque part. Mais il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des groupes qui veulent agir ensemble. Oui. Et là, je vais nommer un groupe comme l'AEFO, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Vous savez, c'est un regroupement de 10 000 personnes, ça. Oui. C'est 10 000 personnes dans un groupe francophone dans la province de l'Ontario. C'est pas minime. Et ce groupe-là, qui a les forces financières suffisantes, peut, comme nous l'avons fait à mon époque, poursuivre le gouvernement de l'Ontario pour pouvoir assurer que l'éducation en langue française puisse se réaliser. Donc, c'est des groupes comme ça. C'est des hôpitaux comme Montfort, comme l'hôpital Montfort. Alors, c'est des groupes comme l'Association des maires des municipalités bilingues et francophones. Il y a plein de groupes comme ça dans cette province qui ont été créés et qui poussent toujours l'enveloppe pour que les droits soient de plus en plus reconnus dans tous les domaines. On a pas mal réussi en éducation. C'est quand même bien. Élémentaire, secondaire, post-secondaire, universitaire, collège. Là, on a bien réussi à ce niveau-là. Il y a encore des batailles à faire, c'est évident, l'Université de Sudbury, etc. Mais il y a quand même eu de grandes avancées. On a fait la même chose dans le domaine de la santé. Dans les services sociaux et communautaires, dans les services aux aînés, les services à l'enfance et à la jeunesse. Dans le domaine de l'immigration aussi. Vous avez les gens comme moi. Vous êtes dans l'immigration, vous? J'avais pas... Ben, vous me surprenez. Mais oui, c'est aussi ça, comment on a des villes accueillantes et des communautés accueillantes qui s'assurent que celles et ceux qui veulent le vivre ensemble avec nous, qu'on puisse très bien se connaître et s'appuyer et s'aider. Ce parcours-là vous a permis de jouer plusieurs rôles, d'être à plusieurs niveaux. Donc, la Fédération des communautés francophones acadiennes, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Canadienne pour le dialogue et les cultures. Enseignant déjà, c'est beaucoup de chapeaux. Ah ben oui, ben j'ai une étagère chez moi plein de chapeaux différents, n'est-ce pas? Avec tous ces chapeaux, le combat, la trame sonore a toujours été la même. Oui, parce que je crois beaucoup dans le développement de notre communauté et je crois que chaque personne, à son niveau et selon ce qu'il ou ce qu'elle peut faire,
doit participer à l'évolution de notre communauté, à grandir notre communauté, à s'assurer qu'elle sera meilleure quand tu pars, qu'elle soit meilleure que quand tu es arrivé. Oui. Et ça, que ce soit moi qui suis ici depuis, comme vous pouvez le voir, depuis longtemps. Donc, hier, là. Oui, il y a eu un bon bout de temps. Et à ceux qui viennent d'arriver, tous les jeunes qui sont maintenant dans nos écoles, chacun à son niveau et à son développement, doit participer au développement de cette communauté-là. Oui. Je pense que c'est comme ça que nous avons réussi, que nous allons réussir encore dans les prochaines 50 années. Oui. Je ne serai pas là, mais je me fais un plaisir de penser que ça va arriver. Ouais, est-ce que quand vous regardez aujourd'hui notre communauté, j'imagine que la communauté, vous en êtes fiers de ce travail qui a été fait et de comment est-ce que la communauté rend à ses leaders et également le défrichage de chemin qui est fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une communauté qui a beaucoup changé aussi au cours des derniers 50 ans. Oui. Alors qu'elle était, et je dois prononcer ça comme acquis, elle était française, catholique et blanche, Oui. elle est maintenant multiculturelle, elle est de plusieurs couleurs, de Oui. plusieurs accents, mais c'est ce qui enrichit cette communauté-là. C'est comme ça qu'elle va grandir. Et je pense que quand on se dit communauté accueillante, bien, il faut être accueillant. D'ailleurs, le pays, c'est tout un pays d'immigrants. Oui. Je veux dire, moi, je regarde dans ma famille, ça fait peut-être 13 générations que nous sommes ici, mais il y a 13 générations, il y a des immigrants, nous aussi. Les Autochtones nous ont accueillis à ce moment-là. Alors, si on nous a accueillis et qu'on est capable de développer, je pense qu'on doit être à la même mesure capable d'accueillir celles et ceux qui arrivent aujourd'hui et qui veulent participer au développement de notre communauté. Oui, en faisant la recherche sur vous, c'est une des trames sonores que j'ai, un élément qui ressortait souvent, votre ouverture aux autres. Vous n'avez jamais cessé de continuer à apprendre, continuer même à tendre les ponts à la communauté anglophone, qui est la communauté majoritaire. Bien, je pense que moi je suis très fier, je suis un Canadien très, très fier d'être Canadien. J'ai visité jusqu'à maintenant 91 pays, j'ai travaillé dans 91 pays différents dans le monde. 91, il faut le faire. Oui. J'espère arriver 100 avant de partir, mais j'en ai fait 91. Et il n'y a pas un seul endroit sur Terre, je vous assure, aucun endroit sur Terre, aucun pays sur Terre où je préférais rester plutôt qu'au Canada. Et j'en ai visité, il y a de très beaux, de très grands, etc. Mais c'est au Canada que je préfère demeurer. Alors, si je veux demeurer sur ce territoire, tous celles et ceux qui veulent se joindre à nous dans ce projet commun que nous appelons le Canada, et en particulier franco-ontarien dans notre cas, bien, je pense qu'il faut les accueillir et dire « Allez, on y va ensemble! Il faut les accueillir et il faut les accueillir et on y va ensemble. Et c'est ce que vous avez réussi à concrétiser, vous et tous les leaders qui ont travaillé avec vous depuis les 50 dernières années et nous apporter ce beau symbole qui est le drapeau. Merci. Vous qui nous écoutez, donc avec votre permission, on va prendre une courte pause. Et donc, vous qui nous écoutez, on revient tout de suite avec M. Guillemot. On va continuer à avoir d'autres anecdotes pour 50 ans du drapeau franco-ontarien. Ne quittez pas. À tout de suite. De retour après la pause, toujours accompagné de M. Guillemot. Guillemot, Fondation Dialogue, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, enseignants. Mais j'ai remarqué que vous êtes né au Québec, quelque part. Vous êtes venu et vous avez embrassé la cause. Quel est dans tout ce processus-là, la langue, le combat pour la langue a toujours été pour vous quelque chose de particulier. Oui. Prendre sa place et s'exprimer en français. Oui. Oui, c'est vrai que je suis né au Québec. Je suis venu en Ontario, j'avais 17 ans, je crois. J'étais jeune et je voulais être dans... Il faut se rappeler que c'était à l'époque Flower Power. Vous savez, là, avec Trudeau, on fumait de la... non, on faisait pas ça. Non, on était tout à fait correct. On était... Peace and love. Mais peace and love. On était dans le peace and love. Et je suis parti, je suis venu en Ontario et j'ai fait des petits jobs et des choses comme ça. Je suis retourné à l'université et puis après, j'ai commencé l'enseignement. Et le déclencheur, ça a été dans l'enseignement. Ça a été vraiment le fait d'être dans une salle de classe et de voir des jeunes qui étaient là dans notre 6e, 7e, 8e année, qui étaient dans des familles qui souvent étaient mixtes, qui avaient de la difficulté avec la langue, etc. Et comment on les amène à maintenir ce niveau de langue et maintenir le français comme étant une chose importante. Mais aussi
comment en venir fier. Ouais. Parce que ce n'est pas simplement une question d'être capable de dire puis de parler. Parce qu'on pourrait parler l'allemand ici, mais on ne serait pas des Allemands pour autant. Ouais. Mais le fait d'être francophone dans cette province, comment on amène ces jeunes-là à être fiers d'être francophones. Et ça, c'était le combat de vie que nous avions au niveau des écoles et qui s'est poursuivi ensuite dans les autres domaines où j'ai travaillé. Comment on fait pour être fier d'être francophone dans cette province et dans ce territoire? Oui, et donc, est-ce qu'il y a à votre époque des gens qui vous ont marqué, qui étaient comme des guides à partir desquels vous êtes inspiré? Bien sûr, on est toujours sur les épaules de ceux qui sont devant nous. Et moi, j'ai des gens comme Pierre de Blois, Maurille Bélanger, Maurille, Jacqueline Pelletier, qui a été longtemps aussi, qui a fait de la prison pour les droits des francophones. Elle est allée en prison parce qu'elle avait refusé de témoigner en anglais quand elle a eu un billet de contravention. Elle est obligée d'aller en prison. Imaginez-vous, dans ce temps-là, comment c'était d'aller en prison pour faire ça. C'est évident qu'elle en est sortie, ils en sont sortis après, mais ça a changé d'ailleurs. Ça a changé la façon dont les cours ont traité ensuite le droit du français au niveau de la justice. Donc ça, ce sont des gens extraordinaires qui ont été des grandes inspirations pour moi. Gaëtan Gervais, c'en était un, celui qui a initié le drapeau franco-ontarien. Mais je regarde encore des gens qui pour moi, sont grands. Tu regardes le Flo Franco, par exemple, qui était le porte-parole des rendez-vous de la francophonie l'année dernière, qui slame en français, qui hip-hop en français, qui est là. Je regarde Yao, tous ces personnes qui sont arrivées chez nous puis ont dit, nous autres aussi, on veut être des francophones. Bien, on se fait, on prend la place et on agit. Alors, on peut avoir des vieux comme moi, mais on a des jeunes générations qui viennent et qui prennent l'espace. Et ça, pour moi, ça m'inspire aussi de dire, et ça me donne confiance que ce que j'ai fait, ce que j'ai apporté, ce que j'ai pu apporter jusqu'à un certain moment, d'autres le prennent et poursuivent la course. Et donc, c'est comme vous vous sentez avec un sentiment de mission accomplie, accompli à votre niveau et puis que d'autres peuvent apporter. On aurait toujours pu en faire plus, on aurait toujours été capable, mais je pense qu'on a réussi en 50 ans à faire un changement séminal au niveau de l'Ontario. D'ailleurs, vous le voyez, quand on regarde ce qui est arrivé, rappelez-vous des batailles comme Montfort, où le gouvernement Harris voulait fermer Montfort, voulait faire gros mouvement avec le drapeau. Ça a été un moment fort là, au niveau du drapeau. Tout le monde se rallie autour du drapeau et on fait quelque chose. C'est ça, ça a changé beaucoup de choses au niveau le gouvernement d'Ontario s'est dit, ces francophones-là, ils sont bien fatigants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils arrêtent de nous fatiguer? OK, on va leur laisser l'hôpital, on va leur donner le droit à l'éducation, le conseil scolaire de langue française. Il faut se rappeler, c'est sous Harris qu'on a eu des conseils scolaires de langue française, collège. Et je pense que ça, c'est des grandes avancées parce qu'on s'est tenu debout et le gouvernement a décidé, aussi bien les satisfaire, ces francophones-là, sinon ils vont toujours être comme une épine dans notre pied. Donc, et depuis ce temps-là, on voit un changement. Peu importe le gouvernement qui était présent, qu'il soit conservateur, libéral ou néo-démocrate, on a vu des changements majeurs dans notre communauté au niveau politique. Et c'est là qu'il faut agir sur le politique aussi. La communauté francophone aujourd'hui en Ontario est reconnue dans tout son espace et même au niveau du Canada. Qu'est-ce qui nous reste dans cette communauté aujourd'hui à aller chercher comme acquis? Il y a certains d'autres acquis que nous devons aller chercher, mais nous avons des écoles, nous avons la santé, nous avons la justice, les services socio-communautaires, les services communautaires, les services en langue française. Et puis, bientôt, on va gagner des médailles aussi. Aux Jeux, aux différents jeux. Les Jeux de la francophonie canadienne. Qu'est-ce qui reste à faire? Il y a deux choses, d'après moi. Il y a une consolidation. Il faut faire attention. Il n'y a jamais rien d'acquis de façon permanente. C'est toujours fragile. S'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, s'il n'y a pas une institution, s'il n'y a pas un groupe, s'il n'y a pas des gens qui se préoccupent de ça, il y a toujours un danger que ça s'effrite après un bout de temps. Ou qu'on oublie que c'est important, puis on pense que c'est la chose ordinaire, mais ça dépend. Alors, je pense que c'est important de pouvoir poursuivre sur cette lancée-là et de ne pas dormir sur ses lauriers. C'est ça, préserver les acquis. Il faut préserver les acquis, mais pousser encore davantage. Et le deuxième, il faut développer toute une série de leaders francophones dans les différents domaines, et surtout, je pense, à l'heure actuelle, dans le domaine des affaires, qui est un endroit qui reste encore à faire, qui reste encore à développer, mais c'est important de le faire au niveau du développement des affaires.
Pourquoi? Parce que dans le genre d'économie dans lequel nous vivons, le genre de milieu dans lequel nous vivons, l'économie est extrêmement importante. Ouais. Et au point de vue politique, avoir un pouvoir financier, c'est quelque chose d'important Ouais. pour eux, pour ceux qui prennent des décisions, pour les gouvernements. Donc, il faut se développer et bâtir sur les acquis que nous avons, mais il faut aussi développer des choses comme tout ce qui regarde le domaine économique, les gens d'affaires, etc. Pour moi, c'est un autre chantier important à développer. Une francophonie qui virait vers l'économie, la production de la richesse serait encouragée à travailler dans les prochaines années. Il ne faut pas oublier tous les arts, il ne faut pas oublier toute la culture, c'est important, je ne veux pas minimiser, mais je regarde qu'est-ce qui fait vibrer un gouvernement, qu'est-ce qui va faire toucher. On voit de ces jours-ci comment le gouvernement fédéral fait des grands projets. Pourquoi? Parce que c'est important au niveau économique d'avoir des choses qui font que l'économie va fonctionner. Et nous, comme francophones, il faut être dans cette mouvance-là aussi, il faut être dans la mouvance économique, en plus d'être en éducation, en justice, en services sociaux communautaires, services à l'enfance, services aux aînés, etc., tous les domaines. On parlait de ça hors honte tout à l'heure, donc passeur de témoins. Quel message vous voulez adresser à la nouvelle génération, la génération qui va écouter cette émission que nous sommes en train de réaliser? Bien, s'il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de donner des conseils. Il n'y a rien de pire que de donner des conseils à la génération qui nous suit. Ils vont dire, ben, qui c'est toi le vieux qui veut nous donner des conseils? On va bien faire ce qu'on veut. Mais de votre expérience. Mais je pense ce qui est important, c'est d'avoir mis en place des systèmes, d'avoir mis en place des institutions qui permettent à celles et à ceux qui y pensent de pouvoir grandir à l'intérieur de ça et de comprendre l'importance qu'il y a de développer et de maintenir, non seulement de développer, mais de faire grandir notre communauté francophone dans cette province. Alors, je ne donne pas de conseils. Je trouve que ça n'a aucune utilité. Puis ça ne donne rien. Mais l'important, je pense, c'est de mettre en place des structures et des institutions qui permettent à celles et à ceux qui sont à l'heure actuelle disent « Moi aussi, j'ai une épiphanie et c'est important pour moi, cette francophonie-là, et je vais maintenir, je vais continuer à être là-dedans, puis je vais faire ça dans ma famille, je vais faire ça avec mes enfants, mes petits-enfants, comme nous l'avons fait. » Et les médias, je pense que les médias ont accompagné la communauté franco-ontarienne également dans cette lutte-là. Je pense que les médias ont toujours été à ONFR, TFO, le droit et tous les médias, les magazines qui sont dans toute la province également. Mais il ne faut pas oublier tous les réseaux sociaux également qui sont maintenant encore plus d'actualité, surtout pour la nouvelle génération. Quand je regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, le groupe franco-ontarien, où il y a on est rendu à plus de 20 000 personnes, si je me rappelle bien, qui voient ces sites-là. Pour moi, ce sont des choses importantes. Et il est évident que les médias francophones, comme les médias en général à l'heure actuelle, surtout les télévisuels, surtout le papier, à l'heure actuelle souffrent, il y a des problèmes de pérennité. Mais il faut que les francophones soient présents dans l'ensemble de ce qui va se développer également. On ne peut pas juste être dans le passé avec le papier tel qu'on le connaissait. Il faut être dans la mouvance, dans la nouvelle mouvance, pour être présent dans ces milieux-là. Parce que si on n'est pas présent là, si on n'affirme pas notre présence, c'est comme si on n'existait pas. Donc, dans chacun de ces milieux-là, nous devons affirmer notre présence. Donc, si je comprends bien, travailler aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, être les meilleurs là-dedans et encourager être sur les réseaux sociaux, et à passer les messages et surtout le fait français à le souligner. Oui. Il faut affirmer sa présence. Tant que nous affirmons notre présence sur un territoire, en levant le drapeau, mais aussi en posant des gestes, je pense que ça va permettre que notre communauté soit pérenne, qu'elle continue d'exister, de grandir et de profiter. Vous avez, dans toute votre carrière, vous avez eu des reconnaissances. Est-ce qu'il y a une des reconnaissances qui vous rend le plus fier de toutes les luttes que vous avez pu mener à date? Bon, vous avez les reconnaissances, on donne ça aux vieux pour qu'ils puissent se sortir puis laisser de la place à d'autres, quand on leur donne la médaille. On le donne surtout aux vieux pour qu'ils puissent laisser la place à d'autres. Donc, j'ai toujours apprécié. C'est évident quand on nous donne l'Ordre du Canada ou la Pléiade, ou enfin, toutes les francophones d'Amérique, tout ce qui peut toutes les médailles qu'on peut nous remettre, c'est toujours plaisant pour l'individu. Mais ce qui est important, je pense que c'est le geste qui a été posé pour donner cette reconnaissance-là. Il faut
faut que tu aies fait quelque chose, je ouais. pense, d'important. Que des gens pensent que ça a été important. Mais en fin d'analyse, c'est plaisant pour l'individu. Je ne diminue pas le fait que c'est agréable, mais l'important, c'est la trace que tu laisses. Alors moi, la grande trace que j'aurais laissée, ce ne serait pas simplement ce que j'aurais fait là, mais ce serait ce que j'aurais laissé au niveau de mes enfants et de mes petits-enfants. J'en ai 5. Ils sont francophones, ils vont dans les écoles de langue française, ils parlent français toute la gang. Quand on se rencontre, c'est toujours en français. Alors moi, c'est le plus grand legs que je peux laisser à ma province, c'est d'avoir eu des enfants et des petits-enfants qui vont encore poursuivre le travail que j'ai fait pendant ces 50 ans-là. Une image, une chanson qui symbolise pour vous ce fait français-là? Bien, notre place a toujours été prendre. Pour moi, je vous disais depuis le début, prendre sa place, sa présence, indiquer sa présence sur un territoire, marquer ici, là, c'est comme un petit X quelque part. Je suis là et tout le monde, regardez, je suis là, je suis là. Et je n'ai pas l'intention de partir, moi, je reste ici. Là. Donc, cette espèce de cette chanson-là, pour moi, elle est très parlante. Évidemment, il y a aussi l'autre qui ont créé par après Mon drapeau, Mon beau drapeau. Mais moi, j'ai encore un sentiment plus personnel et plus affectif avec notre place. Notre place, oui, moi aussi, en fait. En terminant, il nous reste quelques secondes pour terminer l'émission, mais j'aimerais que c'est vous qui la terminiez, en vous adressant à la communauté. Ah ben moi, je le dis, si je m'adresse à la communauté. Oui, et en regardant alors moi, je vous dirais une chose. Levez haut votre drapeau et mettez-le devant vos écoles, devant vos institutions. Pourquoi pas le mettre devant sa maison le 25 septembre, qu'on le mette sur le balcon ou devant une fenêtre ou quelque chose comme ça pour montrer que nous sommes présents et que nous sommes là encore pour longtemps. Voilà ce que je nous souhaite. Merci Guy-Mat, merci. Allez, c'est tout ce qu'on avait pour cette émission. Allez, bonne fête du drapeau à vous. Au revoir.